Bonjour à tous, ici Linda Gobardan, fondatrice du cabinet conseil Les Petits Commencements, ou plus courtement LPC. La mission d'LPC, à travers l'exploration de concepts communs aux neurosciences, s'articule autour de 3 axes. Le premier, d'ailleurs comme son nom l'indique, c'est de ne pas mépriser les petits commencements. Comment cela se traduit-il chez LPC ? Eh bien, à travers un bilan personnalisé à la genèse du projet sur la personne et ses motivations, le contexte, l'environnement, les moyens mis à sa disposition. Le deuxième axe concerne, je dirais, les entrepreneurs un peu plus aguerris. Le but, à travers le storytelling de leur entreprise, c'est de raconter à nouveau leur histoire pour se reconnecter à la base, aux fondations, à l'essence même de leur entreprise et ainsi, je puis dire parfois, retrouver l'idylle de la vision comme d'ailleurs dans un couple. Enfin, le troisième axe est plus globalement d'accompagner les entrepreneurs à développer leur potentiel en s'appropriant en profondeur certains concepts des neurosciences. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Michael Labrie-Gobardan, diplômé en communication et relations publiques, mais également en sciences de l'éducation et ingénierie de la formation, et certifié en conduite de bilan de compétences. Elle est aujourd'hui, avec son époux, fondatrice de l'école chrétienne Les Semailles, et elle souhaite nous introduire en profondeur dans la compréhension d'un concept que je pense tous les entrepreneurs connaissent peu ou prou durant leur marche, c'est-à-dire l'échec. Bonjour Michael. Bonjour amis auditeurs, bonjour et merci à toi Linda de m'ouvrir aujourd'hui le micro des petits commencements pour parler de cette thématique de l'échec. Donc je précise que Les Petits Commencements est une entreprise que j'ai beaucoup de fierté à propulser de par mon intervention parce que c'est une entreprise à la fois jeune et dynamique, à l'instar de sa fondatrice, Linda Gobardan. Et donc, c'est une jeune femme que je recommande pour ses qualités d'accompagnement en dynamiques entrepreneuriales et en neurosciences. C'est une jeune femme diplômée en master du travail et des organisations ainsi qu'en management et qui se forme également aux neurosciences. Donc, ensemble, nous avons tissé des pistes de réflexion autour des apports des neurosciences en éducation, pédagogie, formation et orientation. Et par rapport à cela, eh bien, elle m'a ouvert le micro en me demandant d'intervenir sur une thématique de mon choix et c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. Donc, après quelques sollicitations suite à ma précédente chronique pour le média Hello, sollicitations qui ont confirmé un élan déjà présent dans mon cœur, je reviens vers vous avec un nouveau podcast. La fois dernière, la responsable de la ligne éditoriale du média pour lequel j'intervenais a pris la liberté de rajouter une phrase de chute à ma chronique. Cette phrase était la suivante. J'ai dû choisir entre 2 options. Soit je dompte l'échec, soit c'est l'échec qui me dompte. Elle ne savait pas, puisque ne me connaissant pas personnellement, à quel point ce n'était pas anodin et à quel point cette chute trouverait une résonance dans mon histoire de vie et dans mon cheminement personnel. De prime abord, on pourrait se demander quelle est la passerelle de corrélation qui pourrait exister entre la vision et l'échec. Mais permettez-moi de vous affirmer que vous n'imaginez peut-être même pas à quel point ces 2 sujets, donc vision et échec, peuvent être étroitement corrélés.
Je vais donc rebondir à partir de cette chute et vous offrir aujourd'hui un partage auditif à travers lequel je vous parlerai de l'échec. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser le cadre de mon intervention et comme l'a dit Linda, j'interviendrai du point de vue de la vision chrétienne du monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous porteurs d'une vision du monde. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, nous sommes tous porteurs d'une vision du monde. À valeur d'exemple, la conception qui déclare que toute spiritualité devrait obligatoirement relever de la sphère privée relève d'une vision du monde. Elle relève de l'humanisme séculier et du relativisme moral qui présuppose le refus d'absolu et la raison autonome de l'homme comme arbitre final de toute réalité. Alors, entre l'être humain qui dira « tais ta foi » et le Seigneur qui dira « témoigne de ta foi », mon positionnement est pris. C'est pour cela, par exemple, qu'à la question pourquoi une école chrétienne ou bien elle est super ton école, mais pourquoi une école confessionnelle que j'ai beaucoup entendue, eh bien, je réponds tout simplement parce que en matière de transmission, la neutralité n'existe pas. Plus que d'enseigner ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Et ce que l'on est en partie la résultante de la vision du monde que l'on porte. Et c'est important de le comprendre. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous porteurs d'une vision du monde. Que ce soit l'agnosticisme, l'athéisme, l'existentialisme, l'humanisme, le naturalisme, le nihilisme, le polythéisme, le relativisme ou que sais-je encore. Nous sommes tous porteurs d'une vision du monde quand ce n'est pas d'un syncrétisme entre plusieurs visions du monde qui pourraient même être incompatibles entre elles. Donc c'est important de décoder, de décrypter les choses et c'est à partir de ce cadre-là que se situera mon intervention puisque la Bible est ma grille de lecture, mon cadre de référence et ce qui m'apporte des clés d'analyse. Donc voilà maintenant pour ce qui est de mon intervention et j'en reviens maintenant à mon propos par rapport à l'échec. Permettez-moi une question. Lequel d'entre vous n'a jamais connu l'échec ? Pas besoin de réfléchir plus longtemps, je tiens la réponse. Aucun d'entre nous. L'échec est un dénominateur commun inhérent à notre nature humaine. Nous avons tous, à un moment donné, manqué la cible. J'ai l'image d'un jeu de fléchettes avec des fléchettes qui seraient lancées, mais nous avons tous, à un moment donné, manqué la cible. Et c'est ça l'échec. L'échec, c'est de manquer la cible. Permettez-moi une autre question. Quand je vous parle d'échec, qu'est-ce qui trouve une résurgence en vous? Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Alors peut-être que quand je vous parle d'échec, à la simple mention du mot échec, bon nombre d'entre vous êtes déjà assaillis de pensées négatives. L'échec c'est dur, l'échec c'est douloureux, l'échec c'est difficile, l'échec fait peur, l'échec effraie même, l'échec réveille des émotions dites négatives comme la honte et de ce fait l'échec peut devenir un tabou, quelque chose qu'il faut taire ou qu'il faut essayer de camoufler. Et s'il y avait autre chose que cela? Et s'il était possible de reconsidérer l'échec depuis une autre perspective? Nous avons tous été créés avec un appel particulier pour toucher un cœur de cible particulier et nous sommes donc tous équipés de talents spécifiques inhérent à chaque individu. Et c'est la raison pour laquelle, en préambule de mon intervention, je vous encourage à vous délivrer du piège de la comparaison. C'est là que j'interpelle ceux qui m'écoutent. La réussite ne se mesure pas à l'aune des standards de la société. Nous devons travailler à éclaircir ce qu'est véritablement l'échec. Je vous invite à un travail sur ce qu'est véritablement le sens de la réussite. Nous avons besoin d'une pensée renouvelée. Ne continuons pas à abdiquer nos capacités réflexives sur l'autel de ce qui nous a été imposé par les conceptions dominantes imprégnant les représentations.
Je me rappelle d'une image que j'ai croisée il y a quelque temps sur le boulevard des réseaux, et peut-être que vous aussi. Et cette image, elle portait en tête le succès n'est pas toujours ce que l'on voit. Et en fait, il y avait deux plantes, une plante magnifique et verdoyante et une toute petite plante un peu rabougrie et voilà, visuellement pas tellement jolie en tout cas. Et on pouvait voir ce qui se passait sous la terre. Et en fait, ces deux plantes étaient en réalité des fans de carottes. Et sous la fan de carottes qui semblait magnifique, bien touffue, verdoyante, il y avait une carotte minuscule, rabougrie, impropre à la consommation. Et sous la toute petite plante, en fait, qui ne payait pas de mine, il y avait une magnifique carotte qui semblait délicieuse. Et donc, cette image était légendée comme ça en tête. Le succès n'est pas toujours ce que l'on voit. Une personne peut sembler vivre un succès fou, un succès mirobolant à l'échelle de ce que la société veut bien définir comme étant le succès. Mais si elle n'est pas à sa place. Et j'ai vu aussi cette image il y avait une mandarine et on avait enlevé un quartier à cette mandarine et on avait remplacé par un quartier d'ail, de gousses d'ail. Et en fait, le vide était comblé. Mais il y avait cette légende, ce n'est pas parce que tu occupes une place que c'est ta place. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur la question de votre place. Vous avez compris qu'il est entendu que je n'ai aucunement l'intention de doper l'ego de qui que ce soit, pas même le propre mien. Mes interventions n'ont pas cette visée-là. Ce que je propose de faire, c'est de faire valoir le don d'exhortation dont je dispose et qui m'a été confié dans le cadre de mon appel pour apporter encouragement, mais aussi matière à réflexion et à revisiter certains schémas de pensée. Car après tout, c'est cela exhorter, comme tu le disais, Linda. C'est à la fois encourager et recadrer au sens remettre les choses à leur juste place. Car c'est en étant affranchi de nos propres forteresses de raisonnement que l'on est en capacité, en mesure de choisir librement. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez apprécié la fois dernière que je vous raconte une histoire et vous m'en avez réclamé encore. Donc tout à l'heure, je vais vous parler d'un animal et puis je vais vous raconter une petite histoire comme vous les appréciez. Je vais vous parler de l'âne. Je vais vous demander de visualiser dans vos têtes l'image mentale d'un âne. Vous y êtes? Ok. Maintenant, vous allez me dire quelles sont les deux premières expressions idiomatiques, en termes de qualificatifs bien entendu, qui vous viennent spontanément en tête quand je vous parle de l'âne. La quasi-totalité d'entre vous allez me répondre « têtu comme un âne » et « bête comme un âne ». Ça, c'est sûr. Venons à la première. À titre personnel, ma famille possède un âne et d'un point de vue personnel, je ne le trouve pas forcément plus têtu que cela. Il est même plutôt docile, objectivement. Toutefois, si je me mets à décrypter tous les comportements de l'âne à travers le paradigme « un âne, c'est forcément têtu », alors je le trouverai têtu. Cela s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse et c'est tout le danger de l'enfermement dans des étiquettes. Si l'âne n'était au final pas si têtu que cela, alors peut-être que c'est un animal qui a sa tête. Et maintenant, je m'adresse aux humains que nous sommes. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose d'avoir sa tête? Là, je ne parle pas d'obstination, mais je parle de détermination. Et dans le sens de la détermination, avoir sa tête, ce n'est pas une mauvaise chose, puisqu'avoir sa tête, c'est ce qui peut permettre de développer une capacité à résister à la pression et à ne pas se laisser influencer de manière négative ou dévier de ses objectifs. Deuxième chose, est-ce que l'âne est têtu ou intelligent? Bête comme un âne, évidemment. Et même à l'école, d'un point de vue historique, pendant des années, pendant tout un pan de l'histoire de l'école, il a existé le bonnet d'âne pour signifier la bêtise. Donc je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de l'âne tombé au fond d'un puits. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement,
il décida que l'animal était vieux et le puits devait disparaître de toute façon, donc ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. La solution était de boucher le puits. Il invita tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils saisirent tous une pelle et commencèrent à enterrer l'âne dans le puits. En réalisant ce qui se produisait, l'âne se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il se tut. Quelques pelletées plus tard, le fermier jeta un œil dans le fond du puits et fut fort étonné de ce qu'il y vit. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne avait fait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus. Bientôt, chacun fut stupéfié de voir l'âne sortir du puits et se mettre à trotter. Nous pouvons parfois avoir le sentiment d'être au fond du puits ou que quelqu'un cherche à nous y mettre. Or, passé le temps des lamentations sur notre triste sort, nous pouvons reprendre la pleine responsabilité de nos décisions. Comme le dit l'adage, l'important, ce n'est pas ce qu'on nous a fait, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Alors, comme l'âne, secouez-vous et avancez. J'ai aimé cette histoire parce que, comme vous le savez, je lis énormément, j'écris aussi, avec pour genre littéraire de prédilection le conte allégorique et le témoignage de résilience. Donc j'ai aimé cette histoire car c'est l'une des rares que j'ai lues à valoriser l'âne. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'âne est dans l'inconscient collectif assorti à une certaine péjorativité. Or, à la lumière de l'écriture, la symbolique de l'âne est tout autre. L'âne a une bonne symbolique dans la Bible, puisqu'il représente l'humilité. L'ânesse de Balaam, qui a été l'instrument pour arrêter la démence du prophète qui s'égarait. L'âne annoncé par le prophète Zacharie, quand on regarde du point de vue historique, plusieurs centaines d'années auparavant, Zacharie, le prophète, annonçait que le roi de gloire entrerait à Jérusalem, victorieux et humble, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je vous invite à reprendre vos textes, vous avez du temps. Zacharie chapitre 9. Et on voit l'accomplissement de cette prophétie dans les évangiles plusieurs centaines d'années après. Le Christ entre à Jérusalem pour la Pâque et il est monté sur un âne. Est-ce que l'âne était la monture des puissants? Bien sûr que non. Jésus n'a pas recherché la démonstration du succès dans les choses grandiloquentes, ostentatoires. Sinon, il aurait choisi de faire son entrée sur un attelage de chevaux. Le roi de gloire sur un âne. Mais quelle leçon! Tout cela pour vous montrer qu'on peut changer de regard sur les choses. L'autre fois, je vous parlais de la vision. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Renoncez à cette péjorativité qu'on a dans la tête, parce qu'au final, d'où vient-elle? Et il faut aussi faire attention à bien cicatriser de la blessure du rejet. Parce que celui qui va entrer dans une œuvre sans avoir été guéri de la blessure du rejet, eh bien, son œuvre va tout le temps porter la marque d'une espèce de quête d'approbation, de validation du regard de l'autre, etc. Et ça peut être très, 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 très toxique, voire néfaste, parce que ça peut amener aussi à se compromettre et à perdre son identité. Revenons à l'âne. Je vous parlais de cette péjorativité qu'on a dans la tête par rapport à certaines choses. Elle vient d'où? Elle vient justement de ce que l'âne, dans l'histoire des civilisations occidentales, a souffert de la comparaison avec son cousin le cheval, qui était l'apanage des gens de condition noble, alors que l'âne était l'apanage des petites gens. Et c'est de là qu'est partie, même dans les usages du langage, toute cette dévalorisation de l'âne. Mais quand on regarde dans les civilisations orientales au temps biblique, l'âne n'est pas empreint de toute cette négativité.
Pourquoi je parle de ça? Parce que ce que j'aimerais vous amener à comprendre, c'est que trop souvent, nous gardons en tête des croyances, des concepts qui ne sont pas fondés et qui nous retiennent dans l'échec. Et c'est précisément ce que j'aime avec le fait d'enseigner les enfants ou de donner de la formation à des adultes, mais avec une vision. Eh bien, ce que j'aime dans ça, c'est que précisément cela permet de passer par tout un processus de déconstruction, car il faut arracher, abattre certaines fausses conceptions pour bâtir, planter et réensemencer le champ du savoir et de la connaissance de manière saine. Par exemple, je sais qu'après cela, certains d'entre vous changeront de regard sur l'âne. Et je vous invite à analyser la moralité du conte que je vous ai partagé et à avancer dans vos vies, mais avec l'humilité pour monture, s'il vous plaît. Et en rapport avec cela, je vais maintenant vous offrir, et singulièrement à toi, Linda, je te le dédicace, un petit fragment de mon témoignage de résilience par rapport à l'échec. Et soyez encouragés avec ça. C'est le témoignage d'un échec dû à l'adversité. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'échec, pour certains, bon, c'est tabou, hein. On veut toujours montrer qu'on a du succès et tout ça, et pas trop dire qu'on a échoué, parce qu'il n'est pas de bon ton de dire qu'on a échoué. Mais moi, comme j'ai dit, je viens abattre le pieu sacré des fausses représentations, et je vais vous permettre de vous affranchir de ces conceptions erronées, et je vais dédramatiser l'échec, et vous montrer en quoi l'échec peut être un tremplin de rebond. Vous savez, si aujourd'hui je suis en capacité de répondre à des sollicitations, si aujourd'hui je fais une chronique podcast pour le cabinet de consultants, les petits commencements de Pessac en Gironde, c'est parce que j'ai vécu un cuisant échec. Vous savez, à une période donnée de ma vie, dans une certaine sphère dans laquelle j'évoluais à cette époque-là, la personne, en fait, ce que j'incarne dans ma personne a commencé à poser problème, tout simplement parce que je n'étais plus à ma place. J'étais là pour une saison, j'y ai énormément appris et côtoyé des personnes formidables, pour ne pas dire, pour certaines d'entre elles, exceptionnelles, mais je ne devais rester là que durant une saison de ma vie. Je n'avais pas vocation à y être tout le temps. Donc, je le disais, ce que j'incarne a commencé à déranger. Je suis une personne un peu taillée dans l'étoffe dont on fait des visionnaires. J'ai une certaine aisance avec l'art oratoire et je n'en tire absolument aucun sujet d'autoglorification personnelle. Parce que, comme le dit la Bible, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je ne me dois rien à moi-même. Ce sont des talents, ce sont des dons, et voilà, je les fais valoir pour servir mon prochain, c'est tout. Mais il s'est trouvé qu'à un certain moment, par rapport à tout ça, par rapport à qui je suis, en fait, mon identité, il s'est produit une dichotomie brutale entre les talents que j'avais et qui s'exprimaient forcément, parce que je ne peux pas être qui je ne suis pas, et l'environnement dans lequel j'évoluais à ce moment-là. Mais en même temps, je devais passer par là. Il était impératif que je vive cette traversée du désert par rapport à mon processus de formation personnelle. C'était pour grandir. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes ont commencé à ne plus apprécier ce que j'étais en fait, ce qui se manifestait. Et elles ont décidé, puisqu'elles en avaient la possibilité, elles ont décidé d'organiser les circonstances de manière à ce que je me retrouve en situation d'échec. En fait, il ne pouvait pas en être autrement. Il fallait me faire comprendre, comme si je ne le savais pas déjà, que j'étais capable d'échouer. Et me faire échouer était même censé, de leur point de vue en tout cas, être salvateur pour moi, puisque l'une de ces personnes est même allée jusqu'à dire qu'avec ça, ça allait me remettre à ma place. Oh, elle ne savait pas combien elle disait vrai.
Il y a une expression qui dit « Ils ont cherché à nous enterrer. Ils ne savaient pas qu'on était des graines. » Ça a été exactement vrai dans mon cas. Après ce cuisant échec, j'ai dû continuer à évoluer dans cette sphère pendant quelques mois. J'y allais avec des semelles de plomb, mais le cœur léger. Et puis, certaines personnes n'avaient pas agi frontalement. C'était une embuscade insidieuse. Mais moi, je savais exactement qui avait tiré les ficelles dans l'ombre. Et eux ne savaient pas que j'étais au courant de tout. Pourtant, je continuais à les regarder, venir m'embrasser le matin. Je les regardais dans les yeux et je leur souriais sans aucune hypocrisie de ma part, sans aucune racine d'amertume. Pourquoi? Parce que j'avais compris que ces instruments d'adversité étaient précisément les outils de ma bénédiction. Les personnes qui ont cherché à creuser ma fosse et à m'ensevelir sous les pelletés ont été exactement les personnes grâce à qui j'ai eu la matière. Elles m'ont fourni le matériau pour être catapultée à un autre niveau. Si l'échec dont elles se sont réjouies avec la vision à court terme, mais je le redis, c'était un échec organisé, donc ça aurait pu me révolter. Mais si cet échec organisé n'avait pas été aussi cuisant, peut-être qu'il m'aurait manqué ce que j'appelle aujourd'hui le courage offensif de passer à autre chose sans regarder en arrière. Et ma grand-mère de cœur, qui était encore de ce monde et qui depuis lors est passée a rejoint la patrie céleste, je me confiais beaucoup à elle à cette époque et elle m'avait dit la chose suivante. Ma fille, si tu acceptes cette humiliation, le Seigneur fera de toi un prodige. Mes amis, je vous assure, les circonstances auraient pu me désarçonner. Les circonstances auraient pu me faire taire. Le but était de me faire taire. Mais j'ai été déterminée à les utiliser comme des tremplins. Et je t'encourage à en faire de même. Alors vraiment, mais du fond du cœur, je vous appelle à bénir vos persécuteurs. Bénissez vos ennemis. Priez pour eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais s'ils savaient, mais ils ne vous auraient pas persécuté. Donc vraiment, vraiment, je vous y appelle du fond du cœur. Bénissez ceux qui vous veulent du mal. Comprenez le fond et le sens des choses. Ne nourrissez aucune rancœur, aucune racine d'amertume. Ce sont des poisons de l'âme qui vont vous enfermer dans l'échec. Et puis maintenant, si je dois vous parler d'un point de vue pratico-pratique, d'autres rouages, d'autres mécanismes derrière l'échec, je dirais qu'il peut être lié soit à ton obstination à occuper une place qui n'est pas la tienne, auquel cas cherche ta place. Tu en as une, à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ton échec peut aussi être lié au défaut de performance dû à un manque de formation. Auquel cas, forme-toi encore, continue. Ton échec peut être lié à la précipitation. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Et quand c'est le temps, il faut y aller. Donc, acquiert la sagesse de discerner. Moi, par exemple, je sais que j'ai dû passer par 7 années de silence où je ne pouvais pas être en visibilité parce que ce n'était pas le temps. Des choses devaient être mises en place en souterrain dans ma vie. Des choses devaient être réglées, réajustées avant que je ne vienne vous parler. Donc pendant 7 années, je suis passée par 7 années de silence, malgré les sollicitations que j'ai eues, qu'elles soient politiques, relationnelles, culturelles, à plein de niveaux. J'ai dû passer par 7 années de silence. Mais au bout de la 7e année, j'ai eu des sollicitations et là, c'était le temps que je parle. C'était comme une naissance, comme un accouchement. Et là, les choses devaient sortir, la parole devait être libérée.
Donc, avant le temps, c'est pas le temps. Quand c'est le temps, faut y aller. Et ton échec, il peut être dû aussi au manque d'adéquation entre les buts et le peuple. Alors ça, c'est le plus compliqué. Donc, tu es à ta place. C'est ta place, c'est ton appel. Tu fonctionnes correctement avec les talents qui sont les tiens. Mais les personnes autour de toi cherchent à te dissuader, à te freiner, à te faire tomber, etc. Alors ça s'appelle l'inadéquation entre, le manque d'adéquation entre les buts et le peuple. Alors deux solutions s'offrent à toi. Soit tu décides de persister, par exemple pour apporter une opposition constructive quelque part. C'est un choix. Mais il ne faudrait pas commencer à murmurer, à critiquer les gens, à dire qu'ils ne comprennent rien, etc., puisque c'est toi qui as fait le choix de rester là. Donc, donne du sens à ton positionnement. Apporte une opposition constructive, voilà. Ou soit, tu renonces à ton confort et tu changes d'environnement. Voilà, c'est la deuxième option. Je vais vous laisser avec une citation d'Albert Einstein que j'ai affichée dans ma salle de classe. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, le poisson passera sa vie à s'auto-persuader qu'il n'est qu'un bon à rien. N'autorise personne à te juger en fonction de ses propres standards. N'autorise personne à déterminer à quelle altitude tu dois voler. Accomplis ta mission avec l'humilité pour monture. C'était Michaël Labrigo-Bardan pour le cabinet de conseil en dynamiques entrepreneuriales, potentiel et neurosciences, les petits commencements de Pessac en Gironde. Restez connectés, la collaboration continue. Merci infiniment à Michaël, je le rappelle, fondatrice de l'école chrétienne Les Semailles, pour nous avoir si bien enseigné, édifié, encouragé à persévérer en tant qu'entrepreneur, étudiant, élève ou même individu sur le chemin de notre destinée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, restez à l'écoute.